On dit par exemple que la grippe saisonnière fait à travers le monde entre 250 000 et 500 000 morts par année. Est-ce que la pandémie actuelle va en faire beaucoup plus que ça? Est-ce qu'on a surréagi? Mais à mon sens, on n'a certainement pas trop surréagi. En réalité, le fait que les gens ont l'impression que cette pandémie-là, qui est finalement la première pandémie du 21e siècle, qui a aussi la particularité d'avoir deux choses qu'aucune autre pandémie de l'histoire n'a eu. C'est la première pandémie à l'ère de l'Internet et c'est la première pandémie à l'ère de la biologie moléculaire et ça change beaucoup de choses. Par rapport à ça, je vous dirais... Ça change quoi? Ça change que la diffusion de l'information à l'échelle planétaire est immédiate. Ça change que l'analyse et la vision que l'on a du virus, de sa transmission, etc. est immédiate. Et ça change aussi qu'on est capable aujourd'hui d'échanger de l'information et des fois trop d'informations trop rapidement pour avoir un certain recul. C'est très rare en médecine qu'on change, c'est comme un gros bateau, c'est très rare qu'on change de façon immédiate une façon de prescrire. Si on vous dit que le cholestérol doit être traité à temps, ça va prendre plusieurs études, plusieurs années avant qu'il y ait un consensus qui se fait et qui dit en effet, on pense qu'à temps, il faudrait changer notre attitude. La particularité des maladies infectieuses, et je retourne un petit peu à la pandémie, c'est que ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, donc pratico-pratique, tout le monde est vulnérable. Alors vous m'avez demandé, est-ce on n'a pas exagéré? Si on ne s'était pas préparé de façon, je vous dirais, globale par rapport à cette pandémie-là, probablement que les dégâts auraient été beaucoup plus considérables et ce soir on aurait probablement parlé, surtout au docteur Poirier, de pourquoi est-ce qu'on n'avait pas pris plus de mesures en place, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus de choses pour pouvoir diminuer ultimement la morbidité, la mortalité, les hospitalisations, etc. Donc le fait qu'on s'en soit préparé de façon importante a probablement diminué beaucoup l'impact sur certains aspects. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par les soins intensifs qui seraient morts s'ils n'avaient pas été traités rapidement et adéquatement. Il faut aussi comprendre une chose qui est importante par rapport à cette pandémie. On a toujours voulu la comparer à la grippe saisonnière. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est moins pire? D'abord, ça ne touche pas les mêmes groupes d'âge. La grippe saisonnière, c'est surtout un problème chez les personnes âgées. Et on a, il faut dire aussi, jamais aussi bien étudié l'influenza qu'on l'a étudié aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'un patient se présente dans un hôpital avec un tableau de grippe et qu'on décide de l'hospitaliser ou on pense qu'il a une maladie sérieuse, il va être testé, on va rechercher le microbe. Donc on a une espèce, je vous dirais, d'analyse de l'influenza, une image qui est beaucoup plus précise que ce qu'on a habituellement. Donc c'est difficile de comparer ces deux-là sur cet aspect-là. C'est aussi difficile de le comparer parce qu'on a eu beaucoup plus de décès, je vous dirais, dans des populations plus jeunes relativement, même s'il n'y en a pas eu, ou beaucoup plus de complications dans des populations plus jeunes qu'on en a avec l'influenza habituelle. Moi, j'ai vu dans mon hôpital l'influenza ordinaire, j'ai pas vu beaucoup de gens hospitalisés aux soins intensifs, et là, on en a vu. Donc, c'est pas que c'était sévère, mais c'est que c'était une image différente de la pandémie, d'une épidémie habituelle. Et puis oui, il fallait être préparé, parce que si on n'avait pas été préparé, je pense que la catastrophe aurait été beaucoup plus grande. Mais vous êtes un grand spécialiste, vous êtes habitué vous êtes habitué de faire face aux différents virus, vous les connaissez, vous savez comment ils mutent, ils évoluent. Est-ce que celui-ci vous a pris par surprise? Alors non, il ne nous a pas pris par surprise, mais ce que moi je pensais dès le début, c'est que les gens avaient l'impression qu'on allait avoir un scénario catastrophe. C'est-à-dire que les gens pensaient, je pense, dans la population générale, que quand on parlait de pandémie, quelque chose de terrible allait arriver, qu'il allait avoir beaucoup de morts, qu'il allait avoir beaucoup d'impact, etc. Et les gens avaient en tête probablement la pandémie de 1918, parce que c'est la grippe espagnole. La grippe espagnole. Qui a fait 40 à 50 millions de morts, oui, on dit. Estimé, là. Mais il y avait des considérations historiques, techniques, scientifiques. Donc l'idée, c'est que cette pandémie-là, tout au moins dans le monde développé, n'allait certainement pas avoir le même visage que ce qu'elle a eu dans le passé, et surtout pas en 1918. Donc de penser qu'on allait avoir énormément de morts, énormément de décès, énormément de conséquences en termes mortalité, je pense que c'était exagéré. Par contre,
ce qu'il fallait être prêt, il fallait être prêt justement à identifier rapidement les gens, s'occuper des groupes à risque, les vacciner, les traiter. Donc il y avait tout cet aspect-là. Et il y avait aussi un aspect important d'éducation de la population et d'essayer de donner l'heure juste, sans que les gens paniquent et commencent à avoir un impact sur la société qui aurait été inutile. Ce n'était pas la peine, par exemple, de dire aux gens, écoutez, n'allez plus travailler, fermez les usines, etc. Ça aurait été inutile. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas à propos du virus? Bien sûr, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Ben, écoutez, par exemple, on pourra discuter longtemps. Comment ce virus-là va évoluer dans les années futures? Ce virus-là, il est avec nous pour un nombre élevé d'années. Il faut comprendre, on est en train de vivre une situation historique là. Mais est-ce que ça veut dire qu'à chaque année, il faudra que tout le monde se fasse vacciner? Oui, ça veut dire qu'on est en train de passer d'un virus pandémique qui va devenir un virus endémique. C'est-à-dire que ce virus-là va continuer à circuler, va muter, va changer. Dans 10 ans, il sera peut-être là, mais sous une forme un peu différente, où les gens qui ont été vaccinés cette année ne seront probablement plus protégés, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses. Comment il va muter? Qu'est-ce qui va le faire muter? Est-ce qu'il y a des choses qui font que, par exemple, les gens qui sont plus malades ont des particularités pour être plus malades? On sait que ce virus-là, génétiquement, toutes les populations ne sont pas égales face à ce virus-là. Est-ce que les souches plus résistantes vont être plus problématiques? À mon sens, non, mais il faut quand même les surveiller. Donc il y a un ensemble, je pourrais parler, on est limité par le temps, mais on pourrait parler de beaucoup d'aspects qui sont encore inconnus, et le virus nous réservera peut-être des surprises à un moment donné. Alain Poirier, je vous ai vu réagir à un commentaire du Dr Weiss. Sur la question est-ce qu'on va vacciner à chaque année, le Dr Weiss a donné plein de nuances. Il m'a commencé par un oui. Il n'est pas sûr qu'on va avoir, dans une prochaine année, par exemple, prochaine saison, dépendamment de la façon dont le virus va s'installer, l'équilibre, je dirais, dans la population. Est-ce qu'on aura une troisième vague? On ne sait pas. Dépendamment de la proportion des gens qui sont fait vacciner et l'analyse, peut-être que la saison prochaine, on reviendrait avec un vaccin saisonnier, trivalent, dans lequel il y aurait ce virus. Et est-ce qu'on l'offrirait comme maintenant à toute la population? Ça sera à voir. Il y a encore des travaux, il faut voir, mais est-ce qu'il faudra le redonner à chaque année, à l'offrir, parce que c'est volontaire, à toute la population, où il y aura des groupes, à l'analyse des groupes plus ciblés, comme dans le saisonnier. Le saisonnier, on ne l'offre pas, on peut l'avoir au travail, mais j'allais dire sur le plan de la santé publique, c'est les plus jeunes et les plus âgés, et ceux qui ont des maladies chroniques à qui on l'offre. Là, comme c'est un virus qui est en train de s'installer dans une population naïve, dans le sens qui ne le connaissait pas, et dépendamment du taux de vaccination qu'on aura, c'est sûr que si les gens arrêtaient de se faire vacciner maintenant parce que peut-être ça va se calmer un peu, puis on entre dans la population générale qui se pense moins à risque, ben, tout ça va devoir entrer en ligne de compte parce qu'on a une grande partie de la population qui ne sont pas protégés face à ça. Donc, à la lumière de l'expérience de la pandémie, vous allez pouvoir est-ce qu'on aura une troisième vague? Vaccinations. Combien de gens vont se faire vacciner cette fois-ci? Peut-être que l'an prochain, parce que les décisions de ce qu'on met dans le prochain vaccin vont se prendre au printemps, pour l'automne prochain. Et là, tout ça va se décider pour dire peut-être qu'on va revenir à un profil ou légèrement modifié des gens qui sont à risque, parce que chaque année, c'est pas toute la population qui le reçoit. Donc, je nuance le oui de recommencer à chaque année l'opération de vaccination. Il faudra voir comment. Oui, je vais juste te le répondre.